Chers équitants, bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet entre système humain et système équin dans une même collaboration. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui, enseignant, coach et sophrologue, je pratique une méthode mêlant conscience et performance, maîtrise technique et maîtrise de soi, en reliant technique équestre académique et exercice de sophrologie pour développer un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre, au service d'une équitation harmonieuse, légère, en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. J'en suis persuadé, emprunter ce chemin est une source de joie et de bien-être, tant pour les chevaux que pour les cavaliers. Retrouvez toutes les informations sur mon site romainbamaison.fr, ainsi que mon livre « Équitation consciente » aux éditions Vigo. Très bonne écoute! Salut les cavaliers, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode qui s'intitule « Partir à la paix pour ne plus partir à la guerre ». Pourquoi j'ai eu envie d'enregistrer ce podcast? Parce que j'ai entendu, et je pense qu'on a été beaucoup à entendre pendant notre carrière de cavalier, que on ne part pas à la guerre sans armes. Sous-entendu, on ne part pas dans une séance avec un cheval pour aller sauter un parcours ou autre, sans éperon, sans cravache, sans noseband, etc. Là ici, l'objectif, ça va pas être de faire une satire du matériel, une satire de l'utilisation des éperons ou de la cravache ou du noseband, puisque toutes ces choses, si elles sont bien utilisées, elles ne sont pas mauvaises. Le problème, c'est que souvent, ces ustensiles sont mal utilisés, les nosebands vont être trop serrés, la cravache va être utilisée pour punir, plutôt que d'être utilisée comme un outil de langage, ou les éperons vont être utilisés à outrance, à cause d'une posture mal adaptée, un pied mal positionné, une orientation du talon peu consciente, et du coup, des éperons qui vont venir pressuriser le cheval, plutôt que d'être un outil de précision, comme si en fait avec l'éperon on pouvait activer des boutons très précisément dans des déplacements latéraux ou dans une forme d'orientation du mouvement également longitudinale. Donc bon, le matériel, c'est pas un souci, ça dépend dans quelle main ce matériel tombe, et bien sûr dans la limite du raisonnable, puisqu'il y a aussi des outils qui sont tout simplement des outils qu'on pourrait dire de torture. Donc là, je parle du matériel classique, bien utilisé selon moi, n'est pas un problème en soi. Mais ce que je vais avoir envie d'explorer ici dans cet épisode, c'est plutôt, je rigole parce que j'ai la pensée en arborescence, donc du coup des fois je pars un peu loin quand j'ouvre une parenthèse. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. Ici, on va essayer de parler justement de ce changement de mindset, parce que quand on dit on part pas à la guerre sans armes, il y a cette utilisation du matériel qui peut être suggérée, et puis il y a aussi tout cet état d'esprit selon lequel en fait on partirait à la guerre contre le cheval, ou avec le cheval contre ce que nous devons affronter, qui n'est ni plus ni moins qu'un événement sportif souvent, ou un événement équestre, et ça n'a rien d'une guerre finalement. Et l'idée, c'est que on devrait plutôt dire on part pas à la paix sans connaissance, ou sans patience, ou sans armes, mais c'est même plus des armes, sans compétences. C'est ça, l'idée, ça serait qu'on puisse remplacer dans notre état d'esprit, dans notre philosophie équestre, la phrase on part pas à la guerre sans armes par on part pas à la paix sans compétences. Sans compétences ou sans intention particulière et sans orienter notre état d'esprit. Pourquoi on peut dire que souvent, trop souvent, ou voilà, on peut observer régulièrement que des cavaliers partent à la guerre
avec ou contre leur cheval. Et bien sûr, il y a cette utilisation du matériel qui vient souvent camoufler un manque de connaissances dans le dressage du cheval, dans le fonctionnement biomécanique du cheval, dans son fonctionnement aussi cognitif et son processus d'apprentissage, ce qui peut amener à une utilisation abusive du matériel. Le matériel, à un certain moment, peut être un moyen de faire sentir une orientation, de poser une limite pour un mouvement qui serait délétère pour le cheval. Je pense par exemple aux rênes allemandes qui sont aujourd'hui controversées et même interdites d'un certain niveau de compétition, notamment nationaux, au paddock en France. Le problème, c'est que les rênes allemandes ont été utilisées à outrance, comme un outil pour obliger l'orientation du cheval, plutôt que de poser une limite. Les rênes allemandes, si on les utilise longues, et que le cheval rencontre la limite des rênes allemandes seulement quand il cherche à passer à outrance au-dessus de la main très haut, ce qui est délétère pour son fonctionnement dorsal, alors pourquoi pas? Le problème, c'est que quand on est dans cet état d'esprit de partir à la guerre avec des armes, c'est qu'on va utiliser le matériel euh, avec un manque de tact, d'habilité et à outrance. Donc effectivement, quand on part à la guerre en équitation, on peut avoir cet usage du matériel. Ce qui se trouve aussi dans cet état d'esprit de partir à la guerre à cheval, ça va être de chasser le cheval, de tirer, plutôt que de laisser passer, de se connecter et de relâcher ou de se relâcher. Je m'explique. Quand on est dans cet état d'esprit, qui va se traduire du coup dans la posture et dans les actions des aides et donc dans la technique, quand on est dans cet état d'esprit de partir à la guerre, on va avoir des actions qui vont chasser le cheval, soit dans les jambes, soit dans le bassin. On va trouver des aides d'impulsion qui vont être utilisées à outrance, qui vont déjà blaser le cheval en partie, mais qui vont aussi le crisper et le faire fuir. Et puis pour compenser, souvent on va avoir du coup des mains fortes qui vont venir tirer. Donc comment ça se traduit de partir à la guerre? Ça se traduit par ce fait d'utiliser à outrance les jambes comme un moyen de pression plutôt qu'un moyen de précision, et les mains comme un moyen également de pression, de frein, plutôt que comme un moyen de connexion. Alors qu'on gagne plutôt effectivement à laisser passer le mouvement naturel, à amener du fonctionnement articulaire chez nous pour amener de l'amplitude et une augmentation de l'engagement chez le cheval. Je détaillerai un peu plus après sur comment partir à la paix en équitation. Et puis plutôt que de tirer, souvent en fait on appuie, c'est comme si on appuyait à fond sur la pédale d'accélérateur d'une voiture, mais qu'on voulait aller seulement à 30 km/h, du coup ensuite on est obligé de mettre un énorme coup de frein. C'est un peu cette idée-là. C'est un manque de mesure en fait dans l'utilisation de soi corporelle à cheval. Ce qu'on va aussi rencontrer dans cet état d'esprit de partir à la guerre à cheval, ça va être le manque de fonctionnement avec le mouvement. Le fait d'avoir des cavaliers, des corps humains qui sont contre le mouvement. Donc un manque de fonctionnement, de la rigidité, notamment dans les bras, dans les épaules, dans le centre aussi, donc dans la zone du bassin. Et c'est extrêmement notable au niveau des bras. Quand on a des cavaliers qui ont cet état d'esprit que l'équitation c'est une confrontation, on va du coup avoir des cavaliers qui vont être extrêmement rigides, qui vont chercher à mettre le cheval un peu dans une boîte euh, entre mains et jambes, mais pas au sens académique du entre mains et jambes où le cheval en fait est en fonctionnement entre les aides du cavalier. Là c'est plutôt qu'en fait on va avoir le cheval qui est contraint entre différents blocages musculaires articulaires du cavalier, notamment au niveau des bras. Pour aller vers la paix, là aussi, et on le détaillera un peu plus après dans le podcast, on va chercher à remettre du fonctionnement, de la connexion et à créer, affiner ce fameux liant. Vous l'avez compris aussi, quand on est dans cette orientation de on part pas à la guerre sans armes et qu'il faut s'armer pour réussir un parcours, une reprise ou une balade ou une séance, en fait c'est un état d'esprit. Ce qui va nous mener
à cette équitation qui est contrainte et moins harmonieuse, ça va être un état d'esprit, une croyance selon laquelle effectivement on va devoir dominer par la force, par la contrainte, le cheval pour lui faire faire ce que l'on veut, ce qui est extrêmement limitant d'un point de vue sportif et aussi d'un point de vue du fonctionnement du cheval et donc de sa santé. Pour avoir connu plusieurs équitations au cours de ma carrière de cavalier professionnel de saut d'obstacle, j'ai eu une partie où j'avais de faibles connaissances en biomécanique et en fonctionnement, et j'avais des chevaux qui se blessaient régulièrement, avec des tendinites et d'autres problèmes. Lorsque j'ai développé ces connaissances en biomécanique et ces connaissances notamment de l'entraînement du cheval, et que j'ai amélioré mon contact, mon liant, et la variation d'attitude dans le travail, notamment en allant chercher des extensions d'encolure au sens académique du terme, avec le bout du nez vers le bas et vers l'avant, le chanfrein en avant de la verticale, un contact régulier, en ralentissant les allures, et ensuite, du coup, grâce à ce liant, en faisant fonctionner mes chevaux dans différentes attitudes, du milieu ou nuque point le plus haut, eh bien, vraiment, les blessures sont devenues de plus en plus rares, extrêmement rares, et souvent n'avaient rien à voir avec l'entraînement, ça pouvait être davantage dû à une bêtise en prairie ou au box. Donc, quand on évolue dans son état d'esprit, on va aussi forcément aller chercher à comprendre le cheval dans son fonctionnement, développer des techniques et des méthodes d'entraînement et de fonctionnement corporel du cavalier qui respectent et qui valorisent le fonctionnement du cheval, et du coup on va aussi préserver sa santé physique et mentale, puisqu'effectivement un cheval qui fonctionne bien dans son corps et qui vit un entraînement et un travail qui est agréable, qui ne fait pas mal, ça veut pas dire que ça fait pas travailler, ça veut pas dire que ça met pas à l'effort au niveau cardiaque et musculaire de manière progressive, mais ça ne fait pas mal, ce n'est pas injuste d'un point de vue de l'intégrité physique du cheval et de sa nature dans ses allures. Cet état d'esprit, c'est aussi le fait d'être contre le cheval plutôt que de faire équipe. On a, et pour être passé par le monde professionnel de la compétition, il y a un peu cette notion de pilotage. Cet état d'esprit d'utiliser le cheval en le pilotant, en le montant, comme si du coup on devait un petit peu voilà, prendre en main la mécanique, comme si on en oubliait finalement l'aspect très vivant, très sensible, très empathique du cheval. Donc l'idée, ça va être plutôt là aussi de développer un état d'esprit, de faire équipe, d'être dans la même team avec le cheval, plutôt que de se dire que on doit le dominer et que c'est un animal qui est contre nous et que du coup nous on doit l'amener par la force ou différentes stratégies à faire ce que l'on veut. En réalité, en se mettant dans le sens du cheval et en développant notre connaissance du cheval et notre technique équestre dans le sens du cheval, on n'a plus besoin de ça. On va être simplement des catalyseurs de force et de fonctionnement naturel. Et le job d'un cavalier, ça va être de valoriser le potentiel naturel du cheval. Et ça ne peut se faire que en respectant son mouvement et en apprenant à fonctionner avec, et à avoir une approche des séances et des étapes d'entraînement qui sont logiques pour le fonctionnement physique et mental du cheval. Ce qui va être aussi dans le prolongement de cet état d'esprit de on part à la guerre en équitation, c'est de forcer le mouvement, d'être concentré sur le but, d'avoir loupé les chapitres, d'avoir voulu lire uniquement la conclusion, et du coup, on n'a pas conscience des étapes nécessaires en termes de ressenti, de fonctionnement, d'exercice, de vitesse et d'allure pour arriver à notre but final. Donc quand on est concentré sur le mouvement et qu'on veut le forcer par un usage excessif des aides, on est dans cet état d'esprit de guerre et on est concentré sur le but. On oublie les moyens, les étapes logiques de construction du mouvement qui forcément impliquent une certaine décomposition, bien que pour certains mouvements qui sont assez naturels chez le cheval, avec un bon fonctionnement du cavalier, une bonne conscience de soi à cheval
mentale et physique, c'est-à-dire que le cavalier est capable de créer une image claire du mouvement souhaité et du coup d'orienter son corps dans ce sens-là, on peut arriver à avoir des progressions très rapides du cheval dans les mouvements. Moi, j'ai déjà vu des cavaliers évoluer rapidement vers la demi-pirouette, ou alors moi avec des chevaux, hein, quand j'étais cavalier professionnel, qui avaient les bases, voilà, ils fonctionnaient bien aux 3 allures, et de rapidement pouvoir aller vers de l'appuyé, changement de pied, appuyer dans l'autre sens, ouais, demi-pirouette, etc., de manière très fluide, très facile, parce qu'en fait, il y avait cette connexion, son fonctionnement qui était créé dans les allures, et du coup, par orientation de l'esprit et des aides, de manière très subtile, les mouvements découlaient assez facilement. Mais en réalité, c'est parce que j'avais passé du temps sur les bases, sur le fonctionnement des allures de base, dans les transitions, dans les incurvations, et que du coup, c'était devenu très facile d'ajouter une indication supplémentaire, en fait, presque 2 indications connues pour produire un mouvement nouveau. Typiquement, si le cavalier est capable de maintenir une incurvation sur le cercle, et de varier les incurvations en variant l'orientation du cercle et la main à laquelle il travaille, et qu'en plus il est capable de bouger latéralement son cheval en session à la jambe ou en hanche en dedans, eh bien il se peut qu'ensuite tout simplement il puisse aller vers un bel appuyé facilement parce que l'incurvation et l'orientation des aides dans le déplacement latéral sont maîtrisées. Mais ce qu'on comprend en fait, c'est qu'il y a toujours des étapes sous-jacentes, des sous-objectifs à atteindre avant d'atteindre notre objectif final. Et quand on est dans cette conscience des étapes, eh bien, on n'est plus dans le fait de forcer le mouvement, mais on est dans la construction d'un mouvement fluide et fonctionnant. Enfin, ce que j'ai envie de livrer comme point qui vient souvent nourrir cette croyance qu'on doit partir à la guerre en équitation avec des armes, en empoignant le cheval, ça va être tout simplement l'anthropomorphisme, le fait de prêter un fonctionnement humain au cheval, le fait de lui prêter des intentions d'humain, et notamment d'un point de vue de l'ego. Quand on a ces pensées qui nous traversent, ou même qu'on les formalise, hein, on peut l'entendre régulièrement, là il le fait exprès, euh, là il le fait pour te faire chier, c'est des choses qu'on peut entendre. Non, ça c'est en dehors de la réalité du cheval. La seule volonté du cheval, c'est, en tout cas une des volontés principales, ça va être de se maintenir en sécurité, de se maintenir en vie, et il a bien compris que pour se maintenir en vie, en sécurité, il avait plutôt tendance, plutôt intérêt à faire ce que l'on souhaite. Et en fait, le cheval, il ne cherche qu'une chose, c'est à se maintenir en sécurité, à éviter les douleurs, et du coup, un cheval, par nature, il est d'accord, c'est une proie, et il est d'accord pour aller dans notre sens, pour collaborer et pour être dans le confort. Donc il va chercher le confort à travers nous en essayant de nous fournir des réponses souhaitées pour justement que cela se passe le mieux possible. Et bien sûr, quand on dépasse ce premier fonctionnement de base, et si on dépasse l'anthropomorphisme, grâce à la curiosité et à l'apprentissage très rapide des chevaux, qui aussi ont tendance à apprendre très rapidement, à retenir énormément rapidement, justement pour leur survie à la base, ce fonctionnement naturel peut être au service d'un partenariat extrêmement riche, extrêmement intéressant dans les sports équestres, parce que le cheval, par nature, il apprend vite, et du coup, et il a envie en plus d'aller dans notre sens. Et ça peut être du coup extrêmement vertueux, et ça peut aussi créer un beau partenariat, une belle complicité. Quand on sort justement de cette croyance que on est contre le cheval ou qu'il est contre nous, ou qu'il cherche à faire des choses contre nous. Non, ça n'existe pas. Au pire, il fait des choses pour lui, mais jamais contre nous. Donc on a tout intérêt à dépasser un peu cet anthropomorphisme qui aurait tendance à prêter des jugements au cheval et à lui prêter des rôles humains, euh, souvent pour confirmer d'ailleurs les croyances qu'on a à propos de nous et les croyances qu'on a à propos de la vie. Je m'explique. Souvent,
quand le cavalier va tomber dans l'anthropomorphisme, il va prêter au cheval des intentions qui vont venir confirmer ce qu'il pense de lui-même en tant qu'humain. Ça peut être pour se victimiser, ça peut être pour passer dans le bourreau, pour passer dans le dominateur, pour passer dans la force. Typiquement, quand on va dire d'un cheval, il le fait exprès, de toute façon, il veut me faire chier, par exemple, c'est souvent une croyance qu'on va avoir plus profonde, qui ne regarde que nous, que la vie est contre nous, que les autres sont contre nous, etc. Idem, quand on va avoir un système de pensée du type pour réussir il faut que ce soit difficile, ou le cheval il sait qui il a sur le dos, il faut que je lui montre que je suis le chef, souvent c'est que j'ai une croyance de vie qui dit qu'il faut absolument que dans la dureté, dans l'effort, en dominant mon monde, je fasse ma place et qu'il y a que dans cette douleur-là que c'est possible d'y arriver. Donc on va vraiment gagner à lâcher toutes ces croyances à propos de nous-mêmes et à propos de la vie qui ne sont que humaines pour faire partenariat avec le cheval. Voilà, je vous ai livré un peu en pêle-mêle tout ce qui m'est venu quand j'ai pensé à cette phrase qui dit on part pas à la guerre sans armes, comme si on partait à la guerre, on devait partir à la guerre en équitation. Maintenant, du coup, comment on fait pour partir à la paix en équitation, pour partir dans ce chemin de paix? En fait, ça va être de prendre le contre-pied de tous les points que l'on vient de voir. Par exemple, dans l'usage du matériel, ça va être plutôt d'enlever des contraintes, d'avoir moins de contraintes dans le matériel pour laisser l'opportunité au cheval de se mouvoir et laisser l'opportunité à nos deux corps de se rencontrer dans le mouvement. Du coup, ce que je dis là, qu'est-ce que ça suggère? Ça va suggérer qu'on puisse être capable aussi d'aller doucement, d'être patient et de revenir en arrière pour aller plus loin. Parce que si un cavalier d'un niveau plus débutant ou un cavalier qui manque de confiance enlève ses artifices habituels, martingale, reine allemande, muserolle serrée, cravache ou autre, bien, il se peut que du coup le cavalier perde en sentiment de sécurité et en sécurité réelle, parce que du coup le cheval n'est plus contraint de la même manière. Du coup, pour aller vers ce fonctionnement plus sain en équitation, eh bien, il va peut-être falloir revenir à pied, revenir dans des allures plus lentes, sur des exercices plus simples, pour créer de nouveaux codes, avec moins de tricherie matérielle, mais avec plus de fonctionnement, avec plus de vivant finalement, moins de contraintes, moins de force. Donc souvent, ce que ça va suggérer de partir à la paix plutôt que de partir à la guerre, eh bien, ça va suggérer de revenir un peu en arrière, de revenir aux bases, de s'assurer qu'on maîtrise bien les bases, dans la lenteur, dans la simplicité, avant de revenir à des exercices plus sophistiqués, plus complexes, des obstacles plus hauts, des enchaînements de figures ou d'obstacles plus difficiles, etc. Ce qu'on va aussi chercher du coup à faire quand on va dans un chemin de paix, plutôt que de partir à la guerre à cheval, eh bien, plutôt que de chasser le cheval, on va chercher, comme je le disais tout à l'heure, à le laisser passer. À laisser passer le cheval naturellement. Je demande souvent à mes cavaliers d'imaginer que le cheval, entre leurs deux jambes, c'est un couloir, et qu'il y a un courant d'air qui vient de l'arrière et qui propulse le cheval vers l'avant, qui les propulse tous les deux vers l'avant. Et souvent, cette image, ça aide les cavaliers à laisser passer le cheval vers l'avant. Parce que il n'y a pas beaucoup de chevaux qui n'ont pas envie de se mettre en mouvement, et il n'y a pas de chevaux qui collent à la jambe. Mais il n'y a que des cavaliers qui collent au cheval avec leurs jambes ou qui freinent le cheval. On rencontre beaucoup de cavaliers qui vont demander par exemple au cheval d'aller en avant, mais en même temps, ces mêmes cavaliers vont être figés dans leur sacro-iliaque, dans leur centre, leur bassin, les hanches, du coup ça freine le mouvement, et figés dans les bras, donc du coup ça freine aussi le mouvement. Finalement, des indications contraires. Donc quand on va aller vers la paix en équitation et une technique, un fonctionnement qui est empreint d'harmonie et de paix,
mais on va chercher justement à laisser passer un peu plus le mouvement naturel, à revenir à une forme de neutralité avec les deux pieds parallèles au cheval, les deux mains en avant du garrot pour laisser passer le mouvement. On va chercher à redonner de la mobilité dans toutes les articulations du corps du cavalier. Les épaules, les coudes, les hanches, sacro-iliaque, la zone du bassin, les genoux, les chevilles. Et en fait, on va voir souvent que quand le cavalier se remet à fonctionner, le cheval se remet lui aussi à fonctionner et à se propulser vers l'avant. Ce qu'on va aussi chercher à faire quand on part à la paix en équitation, ça va être plutôt que de tirer avec les rênes, on va essayer le plus possible de développer notre instrument corporel, respiratoire et musculaire. C'est-à-dire que pour ralentir, plutôt que de tirer sur les rênes, on va chercher à produire du relâchement corporel, ce qui pour le cheval est une indication de c'est ok, on peut ralentir. On va chercher à faire cela grâce à l'expiration, notamment, et entre-temps une respiration profonde et régulière. Et on va chercher à faire cela aussi, du coup, par un relâchement musculaire adapté à la demande de ralentissement. Et quand on développe cet usage de soi à cheval, musculaire, respiratoire, et donc ça passe par la conscience de soi que l'on a au niveau cognitif, eh bien en fait on va pouvoir orienter les mouvements du cheval avec beaucoup plus de naturel, simplement en orientant nos propres mouvements. Augmenter l'amplitude articulaire de notre centre de nos hanches pour augmenter l'amplitude, par exemple, augmenter l'amplitude de nos coudes pour laisser la tête et l'encolure bouger davantage, justement dans un mouvement plus ample, ou au contraire, diminuer l'amplitude de nos articulations sur une expire avec un relâchement musculaire conscient pour ralentir. Tout ça, c'est très intéressant à explorer et ça permet vraiment d'aller vers une équitation beaucoup plus fluide. Et les chevaux, tous les chevaux sont sensibles à l'usage de la respiration, c'est un langage naturel pour eux, et tous les chevaux sont d'accord pour se relâcher. Ça, je l'ai toujours dit depuis que je suis tout jeune, tous les chevaux sont d'accord pour se relâcher. Donc quand le cavalier apprend à se relâcher, eh bien le cheval apprend aussi, s'autorise aussi à se relâcher, à se détendre dans le travail et à revenir dans un état de calme dès que cela est demandé. Ensuite, ce qu'on va chercher aussi pour aller à la paix en équitation, et c'est très lié au point que l'on vient d'aborder juste à l'instant, c'est plutôt que d'être contre le mouvement, on va chercher à se synchroniser au mouvement naturel du cheval. Pour ça, on va avoir besoin d'une conscience du fonctionnement corporel du cheval. Il y a plein d'exercices qui permettent au cavalier d'apprendre à ressentir comment le cheval bouge sous lui, des exercices d'équitation classique, de pleine conscience, où on revient au corps, au sens, et aussi certains exercices de sophrologie qui vont permettre justement d'aller programmer le corps du cavalier à suivre le corps du cheval. Et à force de développer cette synchronisation avec le mouvement du cheval, du coup, on va vraiment créer cet état de neutralité où le cavalier est capable dans toutes les allures et tous les mouvements de suivre le cheval tel qu'il est dans le mouvement et d'influencer ensuite le mouvement du cheval à partir de ce niveau zéro qu'est la neutralité. Quand on est capable d'être à ce niveau zéro de non-demande pendant le mouvement, du coup, la moindre variation dans notre corps, ça va, dans notre amplitude articulaire ou notre tonicité musculaire va être perçue par le cheval comme une indication. Et c'est ce qui permet ensuite d'aller vers une équitation extrêmement fine, extrêmement fluide, extrêmement belle. Et quand on voit des personnes qui font du spectacle, par exemple, sans harnachement, et qui vont faire des choses très très belles, je pense notamment à Alizé Froment, en fait, c'est à partir de cette zone de neutralité que des petites indications corporelles viennent créer des réponses immenses et des réponses extrêmement précises chez le cheval pour le mouvement à exécuter. Vous l'avez compris aussi, quand on va vers un état d'esprit de paix, vers la paix en équitation, eh bien ça demande un switch, ça demande une évolution d'un point de vue de l'état d'esprit, et ça demande de faire le choix conscient d'orienter notre équitation vers la paix
Ça demande de faire le choix conscient, de ne plus entrer en conflit avec le cheval, de ne plus être contre, mais plutôt en restant avec, d'aller explorer comment on va pouvoir se rejoindre et arriver à produire le mouvement que l'on souhaite, mais en restant toujours dans le sens du cheval, toujours dans le sens du mouvement. Ça, c'est extrêmement important. Donc là, dans ce sujet-là, il y a énormément de choses à dire d'un point de vue technique, notamment en termes d'exercice, de changement d'exercice qui peuvent nous permettre, tout en restant avec le cheval, d'aller vers notre objectif. Donc finalement, si on résume, si on veut passer de partir à la guerre en équitation à partir à la paix, pour ne plus partir à la guerre, eh bien on va avoir ces mots-là qui sont très importants, comme intention, ça va être la patience, capable de revenir en arrière pour aller plus loin, être capable d'être stratégique, ordonné dans l'entraînement et être capable de s'adapter aussi. C'est l'équitation, c'est un arbre de probabilité tous les jours. Je vais faire tel exercice ou telle demande, je vais avoir telle ou telle réponse, et en fonction de la réponse A, B ou C, eh bien je vais avoir à nouveau des réponses, moi, en tant que cavalier, différentes. Donc il y a vraiment cet état d'esprit d'adaptabilité, d'être un stratège équestre et patient. Quand on va aussi cultiver une équitation empreinte de paix et d'harmonie, eh bien, il y a ce mot-là, curiosité. On doit être curieux, curieux du fonctionnement du cheval, donc accumuler des connaissances, et curieux de ce que le cheval nous propose dans l'instant. Donc être ouvert dans l'esprit, dans notre corps et dans notre cœur, dans nos sens, à ce que le cheval vient nous proposer là, et être curieux de, tiens, pourquoi le cheval réagit comme ça, pourquoi il oriente son corps comme ça, pourquoi sa respiration s'altère ainsi, pourquoi il a telle ou telle réaction, pourquoi ça suscite tel inconfort, pourquoi ça suscite tel ralentissement ou telle accélération. Et comme on est sorti de l'anthropomorphisme, on est dans le tiens. Qu'est-ce qui fait que j'ai produit ça chez le cheval? Qu'est-ce qui fait que il a cette réaction-là? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi, dans mes indications et dans l'environnement pour que ça produise cela? Et maintenant, en fonction de là où j'ai envie de nous amener dans le mouvement, qu'est-ce que je peux faire pour valoriser ce que le cheval me propose et le faire évoluer vers autre chose de plus juste? Donc patience, curiosité et un autre mot extrêmement important, concentration. Moi, c'est un truc que j'avais assez naturellement depuis que je suis jeune. Quand je suis à cheval, je pense à rien d'autre et je suis vraiment avec le cheval à chaque instant. Euh, et je suis vraiment à cœur d'être avec ce qu'il me propose, connecté sans a priori à ce qui se passe ici et maintenant. C'est un truc assez naturel. Au fur et à mesure, avec le job d'enseignant, puis de sophrologue appliqué en équitation, je me suis rendu compte que cette compétence de concentration, de pleine présence, de pleine conscience dans l'instant avec le cheval et avec le mouvement, y compris technique, c'était pas forcément toujours inné. Et que il y a des individus qui vont être davantage court-circuités par des pensées, par un discours mental qui va venir prendre les rênes. Et là, on peut vraiment le dire. Alors que il est possible de développer cette concentration pour être pleinement présent avec le mouvement du cheval. Et il est aussi possible de développer cette pleine conscience de soi, notamment au niveau du fonctionnement mental, pour non pas ne plus penser, puisqu'on est des êtres pensants, bien sûr, c'est naturel d'avoir des pensées qui nous traversent à cheval, mais être capable de laisser passer ces pensées, de ne pas les agir finalement, en être conscient, les laisser être là, sans que cela n'altère notre présence au cheval et notre adaptabilité à ce qu'il nous propose dans l'instant. J'espère que c'est clair. Donc la concentration, c'est aussi quelque chose que l'on doit développer. La sophrologie, pour ça, c'est vraiment un moyen extraordinaire d'aller développer cette capacité de concentration. La méditation également. Et il y a aussi d'autres outils pour développer sa concentration, bien sûr. L'autre mot que je m'étais noté là avant le podcast, c'était pleine présence, mais ça, du coup, je viens de vous en parler, puisqu'un bon cavalier
On dit que c'est un cavalier qui peut monter tous les chevaux, et un cavalier qui monte tous les chevaux, c'est quoi? C'est un cavalier en fait qui est là, ici et maintenant avec chaque cheval, et qui a cette volonté d'être pleinement présent à son cheval, et finalement du coup de pouvoir s'adapter à lui. C'est l'autre mot d'ailleurs que j'avais noté, adaptation. Ce qu'on pourrait avoir du coup en connexe, c'est aussi pleine écoute, humilité. Écouter pleinement ce que le cheval nous propose, avoir l'humilité de ne pas savoir et que ce qu'on a réussi hier avec notre cheval, on va peut-être pas le réussir aujourd'hui parce qu'il va nous proposer autre chose. Nous, on est différents dans notre tête, dans notre corps, donc on revient à notre cheval. On a l'humilité, la curiosité de voir ce qu'il nous propose dans l'instant et de voir comment on peut faire de notre mieux pour valoriser cela dans le travail et dans notre évolution à deux. Donc il y a aussi finalement cette autre sphère extrêmement importante, c'est le non a priori. Pour être un bon cavalier, il faut lâcher ses attentes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objectif, mais ça veut dire que pour notre objectif de séance ou notre objectif de saison, on va être capable d'embrasser sans a priori ce qui se passe à chaque instant et du coup d'adapter le travail, l'exercice et notre action corporelle, notre action technique. Également, ce que l'on peut dire pour clôturer ce podcast, c'est l'absence d'excuses. On doit absolument lâcher les excuses et les accusations contre le cheval pour aller vers la paix et être un bon cavalier entre guillemets, un cavalier qui est respectueux du cheval et qui est capable de valoriser les aptitudes naturelles du cheval dans un travail équestre. On lâche les excuses. À chaque fois, on considère qu'on est responsable de ce qui se passe, que c'est nous qui avons instauré des codes en équitation avec le cheval, c'est nous qui avons choisi le matériel que nous utilisons pour collaborer avec lui, c'est nous qui l'avons amené à tel endroit avec nous sur son dos ou nous à pied à côté de lui, et c'est nous qui amenons des choses qui viennent rencontrer sa nature et son état du moment et qui créent un résultat. Et du coup, comment je vais faire avec ce cheval qui est à mes côtés et c'est mon choix? Comment je vais faire pour euh, aller vers une demande qui soit comprise par lui, pour aller vers un fonctionnement qui soit capable, chez moi, de valoriser son fonctionnement chez lui. Donc il y a cette idée vraiment de responsabilité également. J'espère que c'était clair ce podcast, je l'ai enregistré vraiment avec le cœur comme c'est venu là. Mais vraiment, voilà, quand j'ai eu cette pensée de, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on part pas à la guerre sans armes, je me suis dit, mais c'est déconnant, en fait, l'équitation, c'est pas du tout la guerre. Et je me suis dit, mais en fait, on devrait dire qu'on part à la paix. Euh, donc voilà. Finalement, je vais juste vous redire les mots que j'ai cités, explicités ici, mais sans les expliquer. Patience, curiosité, concentration, pleine présence, adaptation, pleine écoute, humilité, non a priori, non excuse et responsabilité. Pour partir à la paix au lieu de partir à la guerre en équitation. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu et que ça pourra vous nourrir dans votre approche du cheval et votre travail. N'hésitez pas à noter tout ce qui vous vient là après cet épisode pour poser vos intentions, pour poser vos objectifs personnels là en tant que cavalier, euh, comment vous avez envie de faire évoluer votre état d'esprit, votre approche, votre technique, pour aller justement vers une équitation empreinte de paix et d'harmonie. N'hésitez pas à faire ce travail-là. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez tout ce qu'il faut sur mon site romainbamaison.fr avec les stages, le livre, le programme en ligne, les formations professionnelles, bref, voilà, tout ce qu'il faut. Donc moi, mon truc, pour rappel, c'est de mêler la technique équestre avec l'usage de soi, et mon moyen à moi, c'est la sophrologie et la méditation aussi, le développement personnel que j'amène. Mais vraiment, je vais à chaque fois amener des exercices de sophrologie au service de la conscience équestre du cavalier, au service de cet usage du soi corporel, mental et aussi en termes de gestion émotionnelle
pour aller sublimer ce fonctionnement et aller sublimer cette technique. Voilà, ça passe vraiment par une conscience corporelle, mentale et de la gestion émotionnelle que de pouvoir être un cavalier qui fonctionne et qui oriente correctement le mouvement du cheval. Allez, je me tais, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.